Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Brian, comment vas-tu? En forme, en forme pour une fin de journée, tu vois. Pour une fin de journée pour toi et un milieu de journée quasi pour moi. On va pour une fois faire un retour à froid. On n'a jamais fait de récap à froid, je pense qu'on les fait toujours à chaud. Et là, comme on était tous un peu occupés, euh, voilà, on a été remplacé par Aldric et le Volk. Je pense que les gens ont apprécié, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir débriefer de ce qui s'est passé sur un week-end avec toi. Donc, voilà, je t'ai fait une proposition improvisée. Tu étais dispo, on se lance. Par quoi est-ce qu'on commence? On va parler du KSW, enfin uniquement du combat de Saladin, et on va aussi parler de l'UFC 296. Ah bah, tu sais quoi? Quel est le combat sur lequel tu as le plus envie de débriefer? Et on se lance sur celui-là. Oh, le, quel est le combat que j'ai le plus envie de débriefer? Mhm. Bah, je t'avoue que tu veux pas me poser la question le moins envie? Ah bah vas-y, le moins envie, et puis comme ça Non, s'est baqué. peut-être le plus Pantoja Royval quand même, Ah waouh, merci. c'était cool quand même, hein, franchement. Je Ouais, ouais. pense que mais tous me donnent envie de débriefer, Bah, clairement, hein. Il y en a, je pense qu'on commençons, va passer rapidement, mais commençons justement alors par Royval contre Pantoja 2. Moi, ça me fait déjà plaisir parce que quand l'UFC avait annoncé tous les gros combats, tu vois, ils avaient annoncé Jiri Prochaska contre Alex Pereira, Royval contre Pantoja, Leon Edwards contre Colby Covington. On avait fait une vidéo avec John et John m'avait demandé quel était le combat que j'attendais le plus parmi tous ceux-là. Et moi, j'avais dit Pantoja Royval. Et des gens m'avaient descendu dans les commentaires en disant ouais, tu fais trop le hipster, tu fais trop le citre. Voilà. Who was right? Bref, ok, parlons du combat. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, sur ce fight? Ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est la gestion de Pantoja. Mhm, On en avait parlé, on a l'impression qu'il n'était pas forcément dans la gestion, mais là, il est clairement venu pour défendre sa ceinture, mhm, clairement venu pour s'assurer de prendre ses rounds. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, c'est peut-être beaucoup moins spectaculaire que ce qu'il nous a proposé avant, tu vois, forcément. On va dire que l'aspect guerre était un peu plus contrôlé. Mais moi, c'est ce que j'attendais de sa part mhm. en tant que champion. J'ai vraiment apprécié ça. Et puis alors, sa lutte, enfin, À passer un c'est, cap. je crois qu'il faut vraiment se rendre compte que, je sais pas combien de pourcents, mais dès qu'il mettait la main dessus, il mettait au sol. C'était impressionnant, quoi. Déjà, en termes de nombre, il a bâti son record, hein, c'était affiché dans le dernier round. Quand il a scoré son huitième et dernier takedown, c'était marqué, tu vois, new record. Son précédent, c'était 6 takedowns réussis. Et je vais aller regarder d'ailleurs contre qui c'était. Contre qui est-ce qu'il avait scoré 6 takedowns dans sa... Ah bah c'est son combat précédent, contre Brandon Moreno. Donc ça montre une constante amélioration, j'ai envie de dire. Il avait battu son record précédemment dans son tout dernier combat, c'était contre Moreno. Et réussir à amener Moreno 6 fois au sol dans un combat, c'est quelque chose. Et là, 8 fois contre Rival, c'était. Ouais. Ah, et puis Le dans un état timing de était fatigue, incroyable. Ouais, moi, c'est ça qui timing. m'a le plus moi, ce qui m'a le plus impressionné, qu'on avait déjà vu et qu'on avait analysé d'ailleurs dans l'avant-combat, c'est sa capacité à être bon dans la fatigue. Et Hmm. là, il y avait aussi ce côté de lucidité dans la fatigue, parce que tu voyais qu'il était épuisé, mais il trouve cette porte ouverte sur à quel moment j'utilise le peu d'énergie qui me reste pour prendre une position avantageuse et la conserver jusqu'au bout. C'était splendide. Hmm. Et puis, bah, bien évidemment, un Royval aussi, hein. J'ai trouvé vraiment très bon, très appliqué. Euh, je pense sincèrement, hein, mais j'en avais parlé, moi je pense que j'aurais préféré qu'il privilégie les jabs, le volume de frappe devant les yeux. On a vu que dans le quatrième, cinquième, ça commençait vraiment à faire de l'effet. Et moi, c'est ce que j'aurais voulu voir un petit peu dès le départ, quoi. Vraiment Mhm. des sortes de petites claques devant les yeux pour commencer à faire surréagir. Parce qu'on avait quand même un Pantoja qui me semblait pas inquiété en soi, tu vois, Mhm. par la puissance de frappe. C'était un peu étonnant d'ailleurs, hein. Je me disais, mais il me semblait tellement à l'aise, quoi, debout, alors que je le sentais, j'étais en stress total pour lui, tu vois. À Tu vois fond, ce que dans le je- cinquième round, ouais, j'avais aussi peur pour lui. Je me dis, il risque de tomber de fatigue et on risque de se retrouver Hmm. dans un combat un peu comme
Israël Adesanya contre Alex Pereira, où tu avais un Israël Adesanya qui était en train de naviguer vers une décision, et puis sur quelques frappes, tout a changé. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a un petit reproche qu'on peut faire à Royval, qui est un reproche qu'on peut lui faire de toute sa carrière? En fait, c'est il est tellement à l'aise au sol et tellement bon dans les scrambles, tellement offensif dans sa recherche de soumission qu'il ne met pas assez d'énergie dans sa lutte défensive. Alors, j'ai pas envie de décrédibiliser la lutte offensive de Pantoja. Tu viens de le souligner, elle était incroyable. J'ai tout de même l'impression que sur deux, voire même trois takedowns, Royval aurait pu, en mettant plus d'énergie, mieux défendre. Je sais pas. Je l'ai trouvé un peu moins actif que lors de leur première rencontre en termes de dépenses d'énergie dans les scrambles, tu vois. Mhm, Donc c'est possible, tu vois, c'est possible. Après, encore une fois, hein, c'est où tu places tes curseurs, tu vois. mhm, Dans ta préparation, il y a de fortes chances que Royval ait privilégié mais des curseurs relativement hauts en striking pour être vraiment de manière très clinique et monter le curseur au niveau grappling pour être capable de pouvoir défendre les tentatives de soumission. Et au final, celui qui a été le curseur le moins travaillé, ça a peut-être été la lutte défensive, effectivement, tu vois. mhm. Mais peut-être que c'est des choix qui ont été faits et moi, je pense sincèrement que j'aurais clairement voulu le voir mettre plus de volume en points. C'est pas tant sa lutte défensive qui m'a dérangé en soi. Ok, ok. Ouais, après, voilà, c'est vrai que stratégiquement, j'ai l'impression que tu as raison. Tu vois qu'il a moins mis le curseur sur la lutte défensive pour pouvoir peut-être le mettre plus au sol, ce qui faisait sens par rapport à leur premier combat, parce que dans leur Ouais, premier combat, c'est- il s'est fait mettre au sol et il a menacé une clé de jambe assez tôt dans le premier round. C'est arrivé ici dans la revanche, et je Hmm, pense que c'est un excellent ajustement de Pantoja à partir du deuxième round, de quand ça arrivait au sol de chercher cette demi et de chercher d'abord à la contrôler ouais. avant de laisser de l'espace. Et il y a eu des moments où il y a eu des mini-espaces où tu voyais que Brandon Royval voulait en profiter. Et au final, c'est Hmm, Pantoja qui mettait une petite frappe et qui revenait contrôler derrière. Les ajustements de Pantoja étaient vraiment je pense. extraordinaires. Royval n'a pas pu réajuster sur les ajustements de Pantoja, mais en Hmm. tout cas, ouais, ce combat était juste merveilleux, je trouve. Parce que on avait le côté divertissant. Je pense que les fans de violence ont été quand même servis dans ce combat. Mais les fans de stratégie et de technique ont été ceux qui ont été le plus satisfaits à la fin des 25 minutes. Ouais, et puis je trouve quand même que le combat était relativement équilibré, hein, dans le sens Mhm. où si vous étiez pour Royval à chaque fois qu'il se relevait, c'était ouais, ça va passer, ça va finir par y aller, ce genou, des trucs comme ça. Et quand ça allait au sol, les fans de Pantoja, ils respiraient un grand coup, et quand ça évoluait dans le dos ou dans la monte, non, je pense que c'était fort en suspense, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé, ouais. Ouais, palpitant, c'est vraiment le mot qui convient le mieux peut-être pour décrire ce combat. Ok, on a fait le tour de ça. Ah, peut-être parler de la suite. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on peut faire quand on fait des retours à froid. Quel serait le prochain adversaire idéal pour Pantoja selon toi? Et où va se situer Royval après ce combat dans la division? Je pense pas qu'il va trop descendre. Je vais ouvrir ici les rankings, comme ça peut peut-être aider euh, à cette discussion. Donc, en numéro un, on a toujours Moreno. On n'a pas encore la mise à jour. Au moment où la vidéo va sortir, la mise à jour sera faite. Mais pour le moment, Royval était 2, à égalité avec Amir Albazi. Donc, à mon avis, Amir Albazi sera 2. En numéro 4, on a Kai Kara France. Et je pense, ouais, après, c'est 5, Nicolao et Manel Cap. Et il me semble que Brandon Moreno, son combat est confirmé, hein, son prochain combat. Donc, il est déjà booké. Hop, c'est Tapologie hein, qui va. Alors, si c'est sur Tapologie, c'est bon. Ouais, donc Albazi contre Moreno, c'est déjà Hmm. booké. Est-ce qu'il faut attendre ce combat en se disant le gagnant contre le gagnant, le perdant contre le perdant? Ou alors C'est on met l'un des deux, enfin, Kai c'est Kara booké France. quand? Alors c'est booké pour le 24 février. C'est pas trop loin, mais il faut quand même Ouais. attendre ouais, ben, 2 mois en fait. Il faut attendre 2 mois. Hmm. Hmm. Moi, je serais pour, hein. Je pense que ça va être plus intéressant et pour le public, et pour Pantoja, et pour tout le monde, tu vois. Moi, j'attendrais bien le vainqueur de Ouais. Pour moi, ça c'est Moreno-Albazi.
Ouais, pour Pantoja, le vainqueur, ça me paraît clair parce qu'on va pas balancer Kai Kara France là-dedans maintenant. Et alors pour Pantoja, pour Brandon Royval, un rematch contre Kai Kara France, ça peut être sympa hein, parce que leur premier combat c'était énorme aussi. Ouais, c'est clair, ça pourrait être top. Kai Mm. Kara France, il a rien de prévu parce que là, en le disant, j'étais en train de me contre Manel Cap, c'était supposé arriver. Non, il y a rien de prévu. Donc ouais, un rematch Royval contre Kai Kara France, ça me plaît. Mm. Ouais, Ok. et puis on aurait de fortes chances de voir une revanche contre Moreno pour Pantoja. Ouais, c'est ça. Si Parce que- Moreno gagne, ce serait Moreno Pantoja 4. et puis si Euh, Albazi prouve qu'il est meilleur que Moreno, bon bah c'est parfait, tu vois, tant mieux, mais... ouais, Mm, mm, ouais. mm. Bah, la division est assez claire du coup. Elle fait Ouais, je plaisir. pense. Il faut qu'elle soit plus mise en avant. C'est de nouveau une preuve que Flyweight, faut que l'UFC fasse un tout petit peu plus de marketing autour de ça. Pour la suite, est-ce qu'on ferait par ordre chronologique? Let's go. On n'en a pas parlé avant. Est-ce que tu veux qu'on fasse un rapide débrief de Hogan et Sola, puisqu'on avait fait la preview. T'as regardé les combats ou pas? Parce que je te mets un J'ai peu face regardé au. bien celui de cela, Hogan un peu plus rapidement. Ok, bah faisons cela contre Yunusov, hein. Qu'est-ce qu'on a pensé de manière générale? Tu trouvais aussi que le niveau était très très relevé pour un combat qui a lieu en France? Ouais, bah, je trouve que de toute façon, je trouve que les combats qui sont proposés par la RES depuis quelques temps sont toujours très bonne qualité, tu vois. Je pense qu'il y a des très bons combattants, ils le prouvent à l'UFC, enfin partout. Donc je suis pas étonné. Enfin si, je peux être un peu étonné qu'on se dise, tiens, il y a du niveau en France. Il y a toujours eu du niveau en France, tu vois. Non, ouais, et aujourd'hui plus que jamais, là, ça devient vraiment une belle nation du MMA, ça c'est clair. Ouais. Après, clairement, faut pas oublier il y a quelque chose qui a beaucoup changé depuis la légalisation en France, c'est que euh, on a des combattants qui restent beaucoup plus longtemps sur le circuit amateur, notamment avec l'arrivée de l'IMMAF pour pouvoir engranger des championnats et de l'expérience qu'il n'y avait pas il y a quelques années où on envoyait des gars faire leur premier MMA à l'étranger, c'était souvent en pro, tu vois. Mhm. Donc, faut regarder sur le nombre d'années qu'ils pratiquent, les gars, tu vois. C'est ça Ouais, aussi, hein. C'est pas c'est genre, clair. ils ont pas genre juste 6 combats ou 5 combats et tout. Ça fait des années et des années. Donc, pour 10 ans de pratique, pour 12 ans, ils ont un niveau ouais, très très bon. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le combat. Je m'attendais, je trouvais que ce combat était qui était difficile de projeter parce que Ouais, j'en avais on parlé, hein, s'était tous les que deux positionnés sur un 50-50, hein. ouais, et puis qu'on allait vraiment voir au moment où ça allait se confronter un petit peu de vers quel côté ça allait aller, tu vois. Et le premier Et round était très difficile à scorer, je trouve. Donc très difficile, ouais. ça Et représentait puis vraiment le ouais. 50-50, hein, sur le Et je premier en tout cas. pense, et je pense que pour les deux, je pense que c'était un peu la découverte sur les deux, tu vois. Donc Mhm. techniquement, je trouvais ça très bien. Pas grand-chose à dire. Sur l'arrêt, bon bah, il y a une règle hein, qui est celle que tu dois te protéger à tout moment. Et effectivement, peut-être que Turpal n'était pas KO, mais il n'était pas en train de se protéger. Et puis bah, voilà, c'est la règle, c'est comme ça. Je peux comprendre sa déception, mais la règle est, t'es obligé de montrer que tu te protèges. Tu peux pas te protéger avec ton Moi, j'ai pas oreille. vu beaucoup de gens se plaindre de l'arrêt. Je pense que Turpal peut-être que visuellement, Turpal, au moment de l'arrêt, se rendait pas compte de ce que ça donnait, tu vois, de ce que son body Ouais, language donnait. Peut-être que lui était encore dedans, non, bah mais la après, réalité, c'est que l'arbitre fait un bel arrêt par rapport à ce que lui perçoit de la situation. oui, mais après, il faut comprendre aussi qu'en tant que combattant, tu prends des coups, tu te dis, ah, ça va, tu vois, tu peux être conscient en soi, tu vois. Mhm. Mais même si tu es conscient et que tu prends des coups qui sont pas puissants, vu de l'extérieur, on est obligé d'arrêter, quoi. Tu vois. Exact. C'est plus ça, c'est plus, il y a sa réalité qui est de dire, j'étais encore dedans, j'étais pas KO, et je veux bien le croire sans problème, sauf que bah, la réalité de l'extérieur, c'est pas de défense, arrêt de l'arbitre. Et voilà, ça fait partie des règles, ça fait partie des règles. Donc non, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Au niveau de la fatigue, je pense que
Cela a montré quand même des gros signes de fatigue sur le quatrième. Je me suis dit, oh là, je m'attendais plutôt, enfin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un down comme ça aussi important. Mais voilà, il a été très intelligent d'utiliser son anglaise avec un peu de volume pour aller chercher le finish. C'était magnifique, quoi, tu vois. C'était vraiment Ouais, magnifique. le début du finish est superbe. Le petit Mm, crochet sur un superbe timing avec le roll under qui suit anticipativement, c'était mm, propre. Et puis le follow-up, la suite pour aller obtenir le finish. Moi, il y a un truc qui m'a fort plu en dehors de la cage par rapport à ce ouais, combat. C'est typiquement le genre de combat qui, je pense, si on avait eu droit à ce combat il y a 4 5 ans, beaucoup de fans auraient considéré ça comme ennuyeux. Et sur X, tout le monde a kiffé ce combat. Tu vois, tu prends le deuxième round, il n'y a pas beaucoup d'action visible, tu vois, ça bouge pas des masses. Mais j'ai l'impression que tous ceux qui ont regardé le combat étaient absolument conscients que les deux étaient en train de bosser pour obtenir une position. Ça rendait le combat visuellement statique, mais tous ceux qui ont regardé le combat ont été capables d'apprécier euh, voilà, cette recherche d'amélioration de position. Et ça, je trouve que c'est un très très bon indicateur pour le MMA en France. Ça veut dire que même les fans euh, vont beaucoup plus loin que s'arrêter à on veut de la violence, on veut des mecs qui se mettent des parpaings dans la poire. Ils sont capables d'apprécier des situations techniques dans le grappling et dans la lutte. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a quelques années en France et en bah, Belgique. surtout je pense on a un public bah, qui supporte ces athlètes, tu vois, et puis comme on est dans des phases où sur un 50-50, dès que ça va dans un autre sens, bah, tu es un peu en stress ou pas, et donc tu as ces sentiments-là qui passent de l'un à l'autre tout le temps, tu vois, et donc bah, forcément, même s'il n'y a pas beaucoup d'action, tu vois, tu vis les choses, tu vois. Donc Ouais. je pense que ça joue aussi beaucoup, quoi. Ça joue aussi beaucoup. Mm. Probablement. Après, ça reste, malgré tout, je pense que ça reste un bon indicateur parce que même, je pense qu'à l'époque, même si tu étais engagé dans un combat émotionnellement, mais qu'il était comme ça un peu statique dans le département de la lutte, les gens s'en seraient plaints et là, c'était pas le cas. Donc, j'ai trouvé ça Ouais, peut-être, vraiment peut-être. cool et de bon augure pour la suite des choses. Ok, bon, Arès, c'est fait. Passons au KSW. Du coup, on va faire par ordre chronologique. Donc, Arès, c'était le vendredi. KSW, début de soirée, enfin, soirée. Le samedi. Et puis la nuit, on avait l'UFC. Bon, toi, c'était des horaires complètement différents, monsieur, plus 12 heures. C'est quoi? C'est 12 heures? 8 heures. 8 heures, ok, 8 heures. Euh, bon, Saladin Parnasse, qu'est-ce que tu tires de ce combat? Euh, Bah écoute, moi j'ai regardé ça en direct, j'étais en stress, tu vois. J'ai beaucoup, tu vois, c'était un très bon moment, tu vois, sportivement parlant, tu vois, en tant que spectateur. Euh, je sais pas, je sais pas trop. Je pense qu'il a bien fait sur le premier round d'être très très respectueux de la puissance de frappe de son adversaire, donc de pouvoir désengager, clincher si nécessaire, et puis se dire voilà, on va d'abord laisser toute cette énergie passer et commencer à bosser dans les derniers rounds. Donc je pense que stratégiquement c'était très bien. Cette puissance de frappe, moi c'est vrai qu'avant le combat, je m'étais dit qu'il allait rentrer, sortir, mais il s'est très rapidement fait happer par le pressing, par la pression Ouais. du Polonais. Il a été très rapidement mis proche de la cage, donc Ouais. c'était assez stressant. Euh, et puis bah voilà, je pense qu'il s'est fait bien bloqué à la cage pendant pas mal de temps. Euh, c'est Je pense que oui, clairement, on a tous vu que sur l'aspect peut-être pur MMA, bah, il est meilleur, mais voilà, Ouais, avec 10 kilos de différence, on n'est plus dans la même dimension et on peut plus s'exprimer de la même manière, tu vois. C'est ouais, clair. c'est vraiment ça. Techniquement et en termes de compétences, il était large devant, hein, je trouve, Bartos. Enfin, Salah était large devant Bartos, c'est pas, il était Mhm. devant virgule Bartos. Ok, tout le monde a compris. Euh, Bartos est venu avec une bonne stratégie, mettre la C'est vrai. pression Ouais. directement. Bien, il cadrait bien, je trouve. Oui. On en avait parlé, un cage ronde, il cadrait bien. Euh, je crois qu'il s'est fait surprendre par le fait que Saladin ait du répondant en force. Je crois que Saladin était clairement en déficit de force, mais pas si drastique que ça.
La défense de lutte était assez impressionnante, je pense, du côté de Saladin. Je pense que beaucoup de mecs avec 10 kilos de moins se seraient fait bloquer au sol et plus qu'à la cage. Les jabs de Saladin ont été assez impressionnants. Il y en a plusieurs qui sont passés où la tête de Bartos est vraiment partie vers l'arrière. Mm. Euh, il y a un truc, c'est, je pense que Saladin a eu plusieurs moments où il aurait pu sortir de situation de clinch et il a préféré rester au clinch. Je ne sais pas si c'est stratégique de sa part ou non. J'ai l'impression qu'il craignait un peu la puissance de frappe en pied-point Je de Bartos et pense. c'est ça qui l'a Mm. amené à rester au clinch. Moi, je pense qu'il y a quand même eu pas mal de preuves que Saladin aurait pu faire un très bon travail à distance. Mais je peux comprendre évidemment qu'il ait préféré rester au clinch. Mais je pense que ça aurait pu faire une différence sur le scoring. Le fait d'avoir plus de moments à distance et pouvoir. Tu sais, s'il met 3-4 jabs en plus par round, ça aurait rendu les juges plus hésitants sur le scoring, je pense. Ouais, je sais pas. Je pense qu'effectivement, il avait un plan qui était vraiment de pouvoir jabber, se déplacer et tout. Et le problème, c'est que je pense pas qu'il ait, tu vois, qu'il y ait eu les entraînements dans une cage, tu vois, avec Mm. quelqu'un qui vient de mettre de 85 kilos, là, qui vient de mettre de la pression directement et qui vient de bloquer. Et donc, bah, tu découvres un petit peu le soir du combat. Et effectivement, c'est possible qu'il se soit dit, wow, j'ai pas le temps de pouvoir m'installer, j'ai pas le temps de pouvoir me déplacer, il me cadre trop vite. Il y a ces frappes qui peuvent m'éteindre. Et le clinch, c'était peut-être la bonne solution en soi. Par contre, moi, c'était pas tant sur les jabs que j'aurais espéré voir plus. Ça aurait été plutôt sur, non, pas forcément, mais plutôt au niveau du clinch. En fait, quand t'es plus léger, t'as un gros avantage de vitesse au clinch et en grappling pour aller chercher le dos. Et j'aurais bien aimé le voir chercher beaucoup plus de situations de scramble, tu vois. De situations où ça part, il va, boum, ça bouge. Et je pense qu'il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus instinctif. Enfin voilà, avec le recul, je me dis peut-être que ça aurait été une solution Mhm. de créer du scramble et de réussir à s'installer dans ce dos-là. Et après, 10 kilos en plus, une fois que tu as le dos, bah, stratégiquement, c'est souvent ça qui est, en tout cas en MMA, hein, Ouais. avec des différences de poids, de s'installer dans le dos. En Ouais. grappling, on va plus aller sur les clés de cheville ou ce genre de choses, mais c'est pas à faire en Non, MMA en en soi. MMA, c'est pas recommandé du tout, Du tout. comme il y a les frappes. Mm. Alors, la question à 10 francs maintenant. Saladin, dans son interview d'après combat, il appelle au rematch pour le KSW Paris. Mhm. Je pense que Hatch, dans une interview, avait dit que c'était un one-shot, qu'ils ouvraient la porte welterweight et puis qu'ils allaient redescendre directement. Mhm. Euh, Est-ce que, avec le KSW Paris qui arrive, tu préfères voir Saladin défendre, que ce soit en 66 ou en 70, ou bien ce rematch t'intéresse en mode immédiat, quoi, que les deux ne combattent pas et qu'on ait droit à un rematch immédiat en main event du KSW Paris? Quelle serait ta préférence et pourquoi? Euh, Non, en soi, le rematch m'intéresserait pas plus que ça, tu vois. Hmm. Je pense pas que. Enfin, il faut rester honnête, tu vois. C'est comme quand tu as des combattants de MMA qui vont affronter un gars de boxe anglaise avec 2 3 mois de préparation. euh, Ils ont pas le temps de pouvoir rattraper, quoi. Là, c'est un Mhm. peu la même chose. 2 3 mois de préparation, passer de 66 à 77, c'est pas assez, tu vois. Mhm. Si disait, Et bon, justement, je ici, laisse. si on annonce maintenant que c'est quoi, c'est en avril, il Ah y a oui, un c'est 3 mois. rematch C'est 3 mois. de plus que ce qu'il vient de déjà avoir, tu vois, sur le peu de préparation qu'il a eu pour monter à 77 ici, Oui, mais il une a fait prise de bonne masse. figure. Oui, mais une Que ça? prise de masse, en 3 mois, il va faire quoi? Il va prendre 2 kilos de muscle à tout casser. Ça va pas. Ça veut dire qu'il sera à combien? Ouais. 78, 79, tu vois? Non. C'est- C'est monter de 2 catégories et de prendre 10 kilos de muscle, c'est minimum un an, tu vois, au minimum. Mhm. Surtout avec la maturité physique qu'il a, tu vois. Ouais, après, moi,
Ouais, je trouve que d'un Et point de vue pour, stratégique, il y a des éléments à mettre en place de part et d'autre qui pourraient m'intéresser. Et si tu rajoutes en plus les 4 mois, parce que c'est 4 mois, hein, si c'est organisé maintenant, c'est 4 mois qu'il aurait. écoute, je comprends. Je pense que le public serait vraiment intéressé par ça. Je pense que lui, ça le motiverait énormément. Euh, Moi, personnellement, je pense que ça, j'ai pas vu réellement de chemin, tu vois. Hmm. Ok. J'en ai pas vu réellement. Mais j'espère me tromper. Et clairement, si ça se fait, bah, c'est chouette, tu vois. Parce que dans tous les cas, victoire ou défaite, les challenges, je soutiendrai sans aucun souci, tu vois. Ouais. Par contre, s'il le fait clairement, il doit laisser tomber sa ceinture 66. Je pense, ouais. Parce que ce serait malhonnête vis-à-vis des combattants en 66, tu vois, parce que ça veut dire que son dernier combat, c'était en juillet Hmm. ou en août, en 66. Là, il combattrait de nouveau à 77 en avril, ce qui signifie, en prenant du muscle en plus, ce qui signifie que s'il doit redescendre en 66, ça va mettre du temps. Et en plus de Mhm. ça, ça veut dire que bah, il repasse pas par la case 70. Donc en tout cas, il y a une des deux ceintures qui devrait laisser tomber. Et a priori, on partirait sur le fait de devoir laisser tomber celle de la division la plus basse, parce qu'après un combat à 77, ce serait mieux pour lui de défendre à 70. Hmm. D'autant plus qu'il y a pas mal de contenders qui commencent à mettre leur nom sur la liste au KSW pour challenger à ces titres. Ok, bon, clôturons le chapitre KSW, passons sur l'UFC. Donc l'UFC sur les prélims, si on voulait parler uniquement, bon, il y a eu un énorme combat entre Rosa et Aldana, c'était vraiment très très chouette à regarder. En plus, on s'attendait Hmm. pas à un si beau combat, donc il y avait ce petit élément de surprise. Mais avant le podcast, on disait vouloir parler de Cody Garbrandt, qui moi m'a franchement positivement surpris dans sa performance. Je sais pas ce que toi tu en as pensé, mais voilà, on voyait clairement que Garbrandt sur le déclin, et j'ai l'impression qu'il a changé son jeu pour l'adapter par rapport au fait qu'il est plus autant capable d'encaisser des frappes que sur son run vers le titre. Euh, ouais, bah écoute, moi j'ai besoin de revoir un autre combat de lui pour vraiment prouver qu'il est pas sur le déclin, tu vois. Mhm. Donc j'étais très content de sa victoire. Après, je pense que la victoire, elle était attendue puisqu'il était favori. Ouais. Et puis voilà, moi personnellement, je le voyais mettre KO Keller, tu vois. Mais ouais, je suis très content pour lui sur cette victoire-là. Mais par contre, j'ai pas tant vu de nouvelles adaptations, tu vois. Il y a toujours un petit peu ce même travail où il va blitzer, où il va frapper très Ouais, mais il, court, il restait etc. moins à l'échange, je trouve. Tu vois, certes, enfin, tu vois, Ouais, ça reste ouais, Cody c'est vrai. Garbrandt, mais il faisait des vraies sorties. Tu vois, il n'était pas à Mm, l'échange, c'était je blitz. Si le mec il contre pas, je continue mon blitz. Et quand je m'arrête, je fais mon step back. Et quand c'est vrai. j'engage sur une single attack, je fais. Il était plus, un tout petit peu plus prudent, je trouve. Qu'il avait un peu moins cette Mm. envie d'échanger parce qu'il s'est probablement rendu compte que il pouvait plus se le permettre. Ouais, c'est vrai. Alors, Mais en tout cas, ouais. non, non, vas-y, parce que moi, c'est pour clôturer le sujet de Garbrandt. Mais non, non, en tout cas, ça fait très plaisir. Et s'il peut confirmer sur un autre combat, eh bien, ça rajoute encore pas mal de saveur sur la catégorie des bantam, tu vois. Eh ben justement, sur un autre combat, moi j'ai pensé à ça. Je me suis dit ça peut être fun. UFC 300, Cody Garbrandt, Dominic Cruz 2. Ça fait sens, tu vois. Oh, ah ouais, là, ça m'intéresse bien. Ouais, Ouais, hein. Je écoute, te l'ai bien écoute, vendu là. J'ai pas besoin de franchement, donner oui. plus d'arguments. J'ai absolument pas pensé, mais franchement, oui. Il combat encore Dominique Cruz? Mais en tout cas, je me posais la question, il est encore dans le classement. Il est encore dans le UFC ranking, il est Ah, en ça, tu position vois, c'est 10. vraiment. Son dernier combat, c'était en 2022, en avril 2022, c'est sa défaite contre Marlon Vera. Il est encore dans le classement, donc il n'a pas officiellement pris sa retraite. En termes de, tu vois, où ils en sont dans leur carrière, pour moi, ce serait logique de le faire. Et tu vois, comme Ouais, on parlait par rapport à Wonderboy lors de notre analyse de la main card, ouais, t'as il y a un raison. moment, il faut sortir les gens du parcours vers le titre. Et voilà, ce combat a une petite histoire. C'est quand même deux gros noms du sport. L'UFC 300, on s'attend à justement avoir des name value. Je pense que, voilà, en termes de timing, ça fonctionne. Et ouais, pour moi, c'est la meilleure idée que l'UFC puisse faire. Et pour Mm. l'un et pour l'autre, ça fait sens. Il y a une petite rivalité à vendre. Donc, moi, j'aimais bien cette idée. Écoute, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, et j'espère, je vais croiser les doigts, je vais mettre des petits hashtags pour espérer voir ce qu'on va se faire, clairement.
Alors, Emmett. Mais écoute, je suis content qu'il n'était pas dans la liste des paris. T'aurais pas parié sur lui? Ouais, non, moi, Ah non, moi franchement, je te l'avais dit, hein, j'aurais mis mes pièces sur Mitchell, hein. ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu l'avais dit en off. Ouais. Ouais, ouais. Bah écoute, moi je voyais Brice Mitchell l'emporter. Euh, D'un côté, enfin ouais, non, c'est une violence quoi. Je crois que Je me demande si c'est pas un des pires KO qu'on ait vu, non? Bah, en tout cas, dans les pires KO qu'on ait vus à l'UFC, Emmett en a trois. Celui qu'il a mis contre Michael Johnson, celui qu'il a mis contre Ricardo Lamas, et Et maintenant celui celui qui qu'il s'est met pris? contre Mitchell. Bah C'est celui qui s'est pris aussi, non? contre Stephens, ouais. Contre Stephens, il est violent aussi. C'est marrant, Josh Emmett, il est chaque fois des deux côtés, tu vois. C'est le seul combattant à l'UFC qui a bouffé un 17 et qui en a mis un. Et là, c'est un des combattants à l'UFC qui a mis des gros KO et qui en a aussi bouffé un en contrepartie. Voilà, c'était vraiment d'une sacrée violence. C'est la première fois que je vois un combattant convulsé après un KO comme ça, tu vois. Mhm. Et écoute, j'ai pas trop compris le plan de Brice Mitchell là, de vouloir échanger. Il y a une réalité, c'est qu'à un moment donné, boxe pas avec un boxeur, quoi. Si tu sais pas boxer, ne boxe pas avec un boxeur. Il a envoyé ses frappes comme ça et et à un Non. moment donné, tu vois, de l'autre côté, tu te dis, mais enfin voilà, j'ai pas envie d'être. Je veux pas dire que c'est mérité, tu vois, parce que c'était vraiment violent, tu vois. Mais à un moment donné, c'est normal que ça se passe comme ça, tu vois. Ouais, il a passé trop de temps. Il a passé trop de temps. Il a même pas feinté sa lutte, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a une Non, tentative. Il y a une tentative, mais très timide. Non, même pas en fait. En tout cas, dans les stats de l'UFC, ils considèrent pas qu'il y ait eu de tentative d'amener au sol. Donc, me ouais, parle pas de ça. si. J'étais devant mon écran en train de dire, vas-y, feinte, remonte en uppercut, feinte, feinte les takedowns comme ça. Et il était comme ça. Mais ouais, non, c'était bizarre parce qu'en fait, tu peux partir du principe que, ok, je vais rentrer dans la cage, je suis Bryce Mitchell, je rencontre Josh Emmett, il va s'attendre à ma lutte, donc je vais lui faire croire que j'ai pas envie de lutter en restant un peu debout et puis je vais le surprendre après 3 4 minutes, mais tu dois quand même feinter. Tu dois Bah ouais. feinter et alors debout, si tu as cette stratégie-là, debout, tu dois être évasif au possible, quoi. Tu peux pas, parce que il s'est tout connecté sur un direct que lui envoie. Mais Tu oui. peux pas engager avec ton bras arrière quand tu es Bryce Mitchell face à Josh Emmett en début de combat. C'est quelque chose que tu peux pas faire. Mm, C'est mm, une mm. erreur. C'est une erreur. Et donc, ouais, comme tu dis, c'est pas qu'il le mérite, mais il paye son erreur. On va plutôt le Il dire paye, comme ça. voilà, Il, il il paye paye son son erreur. erreur. Ouais, je préfère. T'as tout à fait raison. Et oui, il paye son erreur. Il la paye très très cher. Josh Emmett, ben, on peut remettre du crédit dessus, hein, parce qu'effectivement, là, on parle de l'erreur de Brice Mitchell, mais bon, après, Josh Emmett, il est arrivé. Il était underdog, si je dis Mhm. pas de bêtises, sur ce Ouais, c'est combat-là. 65-35, 65-35, quelque chose comme ça. 65-35, quoi. Et donc, bah, il a remis un. C'est bien, il a aussi. Pas remis les pendules à l'heure, mais. Voilà, faut pas oublier que. Enfin, je trouve ça aussi bien parce que ça met encore pas mal de crédit sur la victoire de Topuria aussi, tu vois. Ouais, Parce que grave. suite à sa victoire, on s'est tous un petit peu dit dans un coin de la tête, ouais, Josh Emmett, il est sur la pente descendante, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mais Ouais, en même non, ça. temps, enfin, les gens se rendent pas compte. Il a perdu contre Yair Rodriguez et contre Ilia Topuria. Ouais, non, C'est bien normal. sûr. Enfin, tu vois, il n'y a pas à se cacher de ces deux défaites. Effectivement, ça faisait deux défaites de suite Bah qui ouais, étaient mais tu sais, compliquées, hein. Il même. se fait finaliser Hmm, et il bouffe 50-43 dans les dents. Oui, évidemment, ce sont des grosses défaites. Et c'est ça que hmm, Michael Lebou me disait juste. Donc, on commentait et puis bah, on avait chaque fois une dizaine de minutes avant de commenter le mhm. suivant. Et il disait c'est ouf le niveau en featherweight parce que tu as vraiment, genre, tu as Holloway et Volkanovski. Et encore, tu as Volkanovski, Ouais, Holloway. t'as des Puis, paliers, ouais. ouais, tu as vraiment des paliers, quoi. Puis, tu as Yair, Ilia Topuria. Et puis, tu as les Josh Emmett qui font encore une différence par rapport à Bryce Mitchell, quoi. Et c'est là, Ah, quand tu regardes d'affilée, tu regardes Josh Emmett, ce qu'il vient de faire à Bryce Mitchell. Tu regardes ce que Yair Rodriguez a fait à Emmett. Et puis, tu regardes ce que Volkanovski a fait à Yair Rodriguez. Tu fais, pff, c'est des énormes steps, hein, c'est des grosses, mhm. grosses marches, quoi. Et puis, dedans, il y a encore des Ortega qui se cachent et tout. Enfin, qui se cachent. Je suis pas en train de dire qu'il l'évite, mais
ça fait longtemps qu'on l'a T'as plus vu et il y a un Evloev sacré aussi, hein. niveau, quoi. Evloev contre Arnold Allen, qui est ici pour début d'année. Et d'ailleurs, justement, en parlant de ça, la suite, du coup, pour Josh Emmett, c'est un peu chaud parce que, on vient de le dire, il propose rien, enfin rien. Ouais, c'est insultant de dire ça, mais Ilia Topuria lui roule dessus, voilà. Il propose quelque chose contre Yair Rodriguez, hein, il le connecte bien, mais bon, Yair Rodriguez fait quand même une grosse performance. Il a 38 ans. C'est typiquement le genre de gars, tu as envie de le mettre sur des combats fun, quoi. Et donc, contre qui Mm. faudrait-il le mettre? Moi, j'aurais bien aimé le voir contre Arnold Allen. Je trouve qu'il y a une intrigue particulière. Mais là, il y a Bah, Allen contre Evloev. je pense Peut-être qu'on qu'il le vainqueur. prendra un des deux, hein. Ou Qatar. Qatar, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu. Ouais, Calvin Qatar, c'est pas mal aussi. Ah, mais ils ont déjà Mm, combattu l'un contre l'autre. Mais c'était chouette. mm, mm, mm. Pourquoi pas un rematch? Ouais, Pourquoi pas un pourquoi pas. rematch entre eux? Moi, je pense que le truc, c'est qu'il faut. Je pense pas qu'ils doivent se remettre en direction du titre, tu vois. Non. Je pense que effectivement, comme tu dis, il y a des paliers. Que là, ça va être un petit peu trop tard de les dépasser. Enfin voilà, au-delà de son âge, je pense que la motivation, elle est plus la même, tu vois. Mhm, Tu vois, physiquement, je trouve que physiquement, il est plus du tout aussi tracé qu'avant, aussi affûté, tu vois. mhm. Et hmm. Sinon, un combat entre vétérans, hein, tu vois, tu fais contre Edson Barboza. Ah, ça c'est cool aussi, hein. Ah, Ça j'aime peut être bien. sympa, ça. Hmm, hmm, Cela hmm. peut être fun. Ah ouais. Ah bah Boxon voilà, contre kicker. comme on a une bonne idée dessus, on va passer. Bah, celui-là, je sais pas si on va passer beaucoup de temps. On pourrait passer beaucoup de temps, comme on pourrait Ouais. l'éjecter, tu vois, le botter en touche. Ferguson, Paddy Pimblett. Oh. Bah, j'ai regardé, hein, j'ai bien aimé. Je t'avoue que j'ai bien aimé le combat. Je trouvais ça, enfin voilà, mais vraiment de manière comme si je regardais un. Vraiment en mettant mon cerveau de côté, tu vois ce que je veux dire? Pas en tant que. J'aime bien. Je l'ai pas regardé en tant que pratiquant d'arts martiaux, en tant que sportif, tu vois. Ouais, 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 ouais. J'ai mis le cerveau de côté, j'espérais voir un retour de Ferguson, j'espérais que mon pari allait passer, Ah tu oui, vois, ah et oui, puis parce ben qu'il l'a non. tenté dans le troisième round, là, la Darts en plus, Ouais, hein. j'ai vu son C'est là que début de t'avais dart, je cité, fais. quoi. Ouais. Purée. Je Non, t'aurais je donné pense. un x2 si c'était une Darts. Je t'aurais donné un x2 sur ton pari, quoi. Non, mais écoute, voilà, je pense que tu as raison, on n'est peut-être pas obligé de trop en discuter. Voilà, moi je t'avoue que j'ai trouvé ça sympathique en soi, tu vois, parce que bah, je suis les deux personnages et il y avait un petit pari dessus, mais sinon, ouais, comme je te dis, mon cerveau, ouais, techniquement, c'était cata, quoi. Bah, en fait, le premier round était fun parce que dans le premier round, tu voyais des ouvertures pour Ferguson. Hmm. Si tu avais envie d'avoir une vision positive du combat, c'était vraiment, ah ben voilà, Ferguson, encore une La fois, on première. revoit des bribes Ouais, de mais ce la qu'il première était. minute, quand même, la première minute, elle était scandaleuse, techniquement. Des Techniquement, deux oui. côtés, c'était, Ah on ouais. aurait dit des amateurs qui combattaient, quoi. Mais Ferguson, on va le tourner dans ce angle-là. Dans la première minute, même dans les 3 premières minutes, Ferguson donnait de l'espoir en sa victoire. Tu étais là, tu fais, bah, il connecte, il y a moyen qu'il y arrive. Et puis, il Ouais. y a eu le retournement de situation. Alors, ouais, effectivement, techniquement, c'était pas, on était très très loin du top 15 UFC. Et ça, c'est Oh peut-être la non. leçon qu'on en tire. C'est Ferguson, bon, maintenant, il est temps de raccrocher les gants. Tu as Ah oui. rattrapé le recours de BJ Penn. 7 victoires, 7 défaites d'affilée. Tu es le seul avec BJ Penn à l'UFC, ne va pas battre ce record. Égalité, c'est très bien. Raccroche les gants. Il y a plus rien à faire dans une cage. Ouais. L'UFC ici doit faire preuve d'éthique et ne pas lui proposer un nouveau combat. On sait très bien que Mm. l'UFC, ils vont vouloir utiliser Ferguson pour faire monter un nouveau nom, mais enfin, ils devraient pas. Et ouais, voilà, Paddy Pimblett, il prouve ce qu'on avait dit avant le combat, c'est il a toujours pas le niveau top 15. Non, bah voilà, après, il peut aussi faire partie de ce genre de profil de combattant qui fait des super fights et tout, où on met le cerveau sur le côté et puis on Ouais, se c'est marre, ça. tu vois. C'est ça. Je pense que Moi, pour son prochain combat, il faut trouver un profil un peu prenable, qui fait sens, tu vois. Là, j'en ai pas en tête, mais ou alors, ouais, c'est ça, UFC 300 contre un vétéran style. Non, Miller et Guida, c'est featherweight, hein, ça n'irait pas. Euh,
Ouais, je sais pas, contre un vétéran lightweight. Ouais, pas forcément un vétéran, tu vois, mais tu sais, quand il avait combattu le gars là, qui danse, là, l'américain, il lui a Jordan fait un truc. Leavitt. Ouais, Jordan contre Levitt, Leavitt. tu vois. Bon, après, les gens, ils connaissaient peut-être pas Jordan Levitt, tu vois, mais ça, c'était un combat fun aussi. Ouais, On verra, tu vois. Mais ouais, à voilà, voir je le pour la classe suite. vraiment dans les combattants fun à regarder, mais sans. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, encore une fois, hein, on a Ouais, déjà vu des bah, gars qui faisaient qui tournaient en oui, coin dans leur carrière et après, qui deviennent des futurs ouais, sauf contenders. que Mais ce premier pro, il les a fait à 17 ans, lui, non? ouais, ouais, il a déjà une carrière largement avancée. Maintenant, on a vu des mecs qui ont commencé tôt et qui ont mis du temps à vraiment tourner un coin, hein. Ouais, je serais Tu vois, des étonné, hein. Charles Oliveira, après 25 combats de sa carrière, tu le voyais pas comme un futur champion et pourtant il l'est devenu. Ouais, mais Charles Oliveira, il y en a beaucoup qui le voyaient comme un prodige, un futur champion au tout début. Sauf qu'il a été Mhm. mis trop tôt face à des très bons combattants, tu vois. Ouais, Paddy Pimblett, il a jamais été catalogué comme un prodige, entre guillemets, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Enfin, pas dans cette question-là, et puis il a été bien protégé dans le choix de ses adversaires aussi, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est ça. Et ils doivent continuer à le faire, sinon il va perdre sa valeur. Parce qu'en Ah fait, oui. là, tu as l'impression qu'il voulait relancer sa hype en lui faisant rouler sur quelqu'un qui a un gros nom quand même. Mais il n'y est pas parvenu. Ah, mais non, je dis des bêtises. Clay Guida et Jim Miller, ils sont lightweight. UFC 300, Jim Miller mérite d'y être parce que c'est le seul combattant avec Brock Lesnar à avoir fait UFC 100, UFC 200. Jim Miller, on veut le voir, mais j'aimerais bien le voir contre Paul Felder à l'UFC 300. Mais ça peut être une Mhm. option. Paddy Pimblett, je crois que ils vont le mettre sur l'UFC 300. Et Michael Johnson, peut-être, qui est aussi sur le déclin. Mhm. Ouais, c'est le genre de combat que je verrais bien pour lui. Ok, bon, qu'est-ce qu'on avait après? Shafkat. Shafkat contre Wonderboy. Bah, alors, je vais peut-être en décevoir certains, mais moi j'étais assez déçu par Shafkat. Je voyais, enfin voilà, hein, j'avais parié sur sa victoire dans le premier ou le deuxième round. Euh, je m'attendais à ce qu'il mette au sol beaucoup plus facilement, quoi. Mhm. Il n'a pas réussi à mettre au sol au premier round un kickboxer, ça m'a vraiment beaucoup surpris, tu vois. Ouais. Et il est sur 9, tu vois, sur ses deux derniers combats, 9 tentatives de takedown, un seul takedown obtenu, tu vois, Et c'est sur contre un Wonderboy et Jeff Neal. C'est pas ceux qui ont la meilleure takedown defense à l'UFC. Ouais, je suis assez étonné. Je t'avoue que je suis assez étonné de sa lutte que je trouve peu développée, tu vois. Mhm. Il y a pas de chaining, ça descend dans les jambes, ça galère, ça va un peu en force. Euh, Après, par contre, clairement, Une fois au sol, ouais, voilà, là-dessus, incroyable. il n'y a rien à dire, hein. Clairement, il n'y a rien à dire. Mais ça m'inquiète, en tout cas, ça m'inquiète pour la suite, tu vois. Ben, Je en fait, pensais qu'il allait vraiment, hop, le retourner, mettre en boule et puis c'est tout, quoi. ouais, je pensais, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il a été très impressionnant, mais ça, on l'avait déjà dit dans la preview. Une fois que c'est au sol, le mec a un contrôle, il a un système au sol qui est Hmm. effrayant pour ses adversaires. C'est ouais, choisis ton poison, quoi. C'est je vais te soumettre ou je vais te taper. Et il a une stabilité au sol qui fait que tu as l'impression qu'il y a impossibilité de le bouger, impossibilité de créer de l'espace, impossibilité de créer un scramble pour recomposer une garde. Ouais, une fois qu'il était dans la demi, c'était le début de la fin, quoi. Il menaçait avec Hmm. les headlocks, il menaçait avec le dars, il envoyait des coups de coude quand Thompson sortait du dars. Ça devait être affreux pour Thompson. Hmm. J'ai vu un post sur Twitter là que c'était pas un Dagestanier handcuff qu'il a fait, mais c'était un Kazakh claw. Je savais pas que ça existait, ou alors on a vraiment donné le nom après ce combat. Mais ouais, ouais, cette position qu'il avait avec Thompson dos à la cage, qui essayait de protéger son dos et il partait sur un genre de Kimura pour contrôler. Ouais, c'était du très très haut niveau, mais effectivement assez décevant sur la lutte. Et ça pose les questions. Voilà, là c'est 18 victoires, 18 finishes. Maintenant il rentre dans le top 5. Est-ce qu'il sera capable Est-ce qu'il est favori en fait contre le top 5? Parce qu'en fait là, bon j'ai vu Burns s'est annoncé contre je sais plus qui. Burns a un Bah, combat. contre de la Madalena.
Ah oui, c'est ça, contre JDM. Donc Burns, c'est pas une option. J'aurais bien aimé voir Shafkat contre Burns. Donc ici, première question. Est-ce que Shafkat, 6 victoires à l'UFC, est-ce qu'il coupe l'herbe sous le pied à Belal Mohamed? Pour moi, la réponse est simple, c'est non. Sportivement, je ne le fais pas passer devant, mais on connaît l'UFC. L'UFC Ah, aime bien. Ouais. moi, je pense qu'ils vont lui couper l'herbe sous le pied, hein. Ouais. Après, le désavantage de Shafkat, c'est qu'il parle pas anglais. Parce que c'est ça le truc, c'est Belal, on sait que l'UFC veut pas le pousser vers le title shot parce que Belal contre Leon Edwards, ça ne vend pas. Mais ouais, le problème, c'est que Shafkat, il parle pas anglais, donc c'est mauvais pour son marketing et pour le vendre aux États-Unis. Mais son persona attire plus Hmm. que Belal, donc ça, ouais, il risque de couper l'herbe sous le pied à Belal. C'est chiant. C'est chiant pour Belal, qui en plus de ça était le Ouais. backup, quoi. C'est fou. Mais moi, pour être honnête, je pense que Shafkat ne passe pas ni Belal ni Edward. Ah ben justement, c'est les questions sur lesquelles je voulais venir. Je Hmm. voulais te demander juste ton avis très rapide sur qui devrait être favori entre Edwards et Shafkat, entre Shafkat et Belal et entre Shafkat et Burns. Pour moi, ouais. Donc, Leon Edwards, les cotes, elles sont sorties, là, j'ai vu sur Twitter. Ouais, la sueur a posté un 1,90, 1,90, c'est un pur pick'em, c'est un Ouais, 50-50. ouais, ouais. Moi, je vois clairement un 65-35 pour Leon Edwards. Mhm. Je vois un 65-35 et je pense que le Pick'em, là, il va bouger. Ah ouais, si les codes sortent officiellement, les gens vont booster, je pense, Ouais. sur Edwards. Quoique, en fait, c'est toute l'histoire du recency bias, hein, tu vois, mais après, les parieurs sont des connaisseurs, j'allais dire. Parce que les non-connaisseurs, sans insulter personne, parce qu'il y a probablement, il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se retrouver dans cette catégorie-là. Mais après l'UFC 296 qu'on vient de vivre, les gens sont beaucoup plus derrière la performance de Shafkat que derrière celle de Leon Edwards. Et donc, avec le Hmm. recency bias, peut-être que les gens, en voyant les cotes 50-50, ils vont rusher sur Shafkat. Mais je pense que les parieurs auront une vision différente qui s'apparente un peu plus à l'analyse que tu viens de faire. Que voilà, Shafkat n'a pas la colle du MMA. La colle du MMA, c'est la lutte, hein. On dit toujours la lutte, c'est ce qui te permet de diriger le combat. C'est je suis pas à l'aise Hmm. debout, ben, je vais aller voir au sol et ça c'est grâce à ta lutte. Et la lutte offensive de Shafkat qu'on a vue ici, bah, clairement il sera pas capable d'amener Edwards au sol, je pense. Et je pense que Edwards est meilleur debout que Shafkat. Et donc ouais, Ah moi oui. aussi je me dirige sur un 60-40, 65-35 à l'avantage de Leon Edwards comme ça de prime abord. Hmm. Et Et contre si Belal, ouais. je pense. euh, je vais. Je pense que c'est. Je pense que Leon Edwards 60-40. Belal contre Shafkat 65-35. Je pense que Pour Belal. Belal sera plus favori contre Shafkat que Leon. Ah waouh. Pour quelle Ah raison? ouais. Pour quelle raison tu dirais ça? Parce que Belal, il va arriver, il va le jabber, il va sortir, il va le lutter. Je pense qu'il est meilleur que lui partout. Ah ouais. Je pense qu'il est meilleur que lui partout. Je pense il va arriver avec une stratégie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je je vois. vois. Moi c'est juste la question que j'ai, c'est la défense de takedown de Shafkat. Je sais pas ce qu'elle vaut. Pour l'instant, il a 100% de takedown defense à l'UFC, mais il y a Ouais, qui a essayé de le mettre au sol en même temps? Magny, à mon avis? Non, même pas. Bah alors c'est Magny, qui? c'est pas un lutteur, hein. Prazeres? Mais Prazeres en gros. 0 sur 3. Bon, c'est pas le niveau de Belal. Mm, Ouais. Mais moi je trouve qu'il y a une plus grosse inconnue entre Belal et Shafkat qu'entre Leon Edwards et Shafkat. Leon Ah Edwards, je oui! serais beaucoup plus confiant en dire je vois Leon s'imposer. Belal, euh, debout, je crois qu'il y a Ah, t'as vraiment vu ce qui. match. Et j'aurais vraiment cette question de est-ce que Belal est capable de facilement amener Shafkat au sol et je suis pas certain de répondre oui à ça. Ah, mais c'est pas tant qu'il le mette au sol, hein. Je pense pas qu'il va vouloir le mettre sur son dos. Je pense qu'il va vouloir Le bloquer à la cage. le frapper, les jabs, pap, pap, sortir, le mettre sur un mauvais angle. Hmm. Si ça veut rentrer, il va être en lutte, ça va être extrêmement compliqué pour Shafkat. Je pense. Enfin, voilà. Après, peut-être que je me fais des films, hein. Mhm. Mais en tout cas,
Je le vois pas passer avec son niveau actuel. Je le vois pas passer Bélal. Ouais, parce que moi, je verrais quand même, enfin, si je devais émettre moi-même les cotes de Paris, je verrais quand même Lyon un peu plus favori que Bellal. Bellal, je le mettrais léger favori. Je le mettrais en 55-45 contre Shafkat. Ouais, ouais, peut-être. Et alors, ici, on va nuancer, hein, parce qu'on n'est pas du tout en train d'insulter Shafkat. Il a un énorme niveau. C'est juste que d'un point de vue style, par rapport à ces deux profils-là, moi, je le mettrais pas favori. Mais comme vous voyez, c'est pas qu'on le met non plus ultra underdog. Il a des chemins vers Non, la victoire contre Edwards et ouais, contre Bellal, mais je pense qu'elles sont peut-être plus basses que ce qu'on veut penser. Parce que ceux qui s'arrêtent évidemment à 18 victoires, 18 finishes, c'est énormissime, surtout que maintenant il a rencontré du niveau, et donc c'est très impressionnant, ouais. Mais c'est mais juste qu'il voilà. y a à peine 30% de réussite sur ses takedowns, tu vois. Ouais. Et ça, c'est très très problématique. En tout cas, pour moi, je trouve Ah ça ouais, très ouais. problématique. D'autant plus Sur, que c'est sur son ascension. Parce qu'en sur général, son quand tu as quelqu'un ascension. comme ça, sur une ascension où bah, en début de carrière UFC, tu as rencontré des gars qui n'étaient pas du tout à ton niveau, ouais, le 30% est très faible. Ouais, et sur des gars qui étaient pas vrais. Et alors, clairement, une fois qu'il a mis au sol, par contre, il est quasi à 100% de réussite pour finir, tu vois. Ah ouais, si tu as une C'est. situation de combat avec un Edwards qui se retrouve sur son dos, tu vois, un kick, Ah il oui, trébuche. là je retire mes thunes rapidement. Ah, c'est ça, ouais, ouais, c'est clair, c'est Non, clair. là-dessus, on est entièrement d'accord. S'il avait mis Wonderboy au premier round au sol, facilement, avec vraiment tu vois, de la lutte qu'on peut voir à haut niveau, tu vois, avec des Makhachev, etc. Oui, là, par contre, j'aurais mis mon argent sur lui, tu vois. Moi, Mhm. c'est vraiment ce point-là Ouais. Parce que, qui me regarde, on va le questionne dire, complètement, tu vois. on va le dire différemment, hein. Bon, voilà. J'ai même pas comparé à Bellal. Bellal, il a tapé 7 amenés au sol contre Thompson. Bon, ce qui montre aussi que Bellal a peut-être un moins bon contrôle que Shafkat au sol. Mais encore une fois, la question n'est pas de ce qui se passe une fois au sol, mais de comment Mhm. ça se passe debout pour transitionner vers le sol. Mais par contre, moi, j'ai l'impression que Gilbert Burns a une meilleure lutte offensive que Shafkat. Quand tu compares leurs combats respectifs Ouais, contre Thompson, Burns a plus facilement amené Thompson au sol que Shafkat ce ouais, week-end. bien sûr. Et Burns n'est Mm. pas réputé pour une grosse lutte offensive du tout. Du Du tout, tout. du tout, du tout. Non, Donc hein. ouais, je pense que nos inquiétudes sont justifiées. Bah, elles sont justifiées par les chiffres, et puis techniquement parlant, je trouve qu'il n'avait pas de stratégie de mise au sol très, très développée, tu vois. Et, et ça, bah, ça se rattrape, hein. Ça veut pas dire qu'il va pas bosser dessus, ça se rattrape, tu vois. Clairement, hein. Alors, dernière question autour de ce combat. Thompson, il commence à se faire très âgé, là, 40 ans. Mm. Moi, j'aimerais le voir rester à l'UFC pour un dernier combat, peu importe le résultat, contre Michael Venom Page qui vient de signer et qui combattra contre Kevin Hollands. Euh, je sais pas. Tu sais pas? Pourquoi tu crois que le combat serait pas fun ou que ça fait pas sens d'un Ah, point de je vue pense que Michael Venom Page va être meilleur, tu vois. bah, il est aussi âgé, il a 36 ans, non, Michael Venom Page? Ah ouais? Il me semble, hein. Il me semble qu'il commence à faire son âge et je pense pas que l'UFC l'ait signé comme potentiel futur champion. Je crois qu'ils l'ont signé pour Je la sais hype. pas. Attends, il a quel âge? 36 ans. 36 ans. Moi, je pense que ça fait sens. Je pense que Venom Page a été signé pour des combats fun. Ouais, bah pourquoi pas. J'ai peur pour une grosse blessure pour Thompson, tu vois, c'est pour ça que je suis pas Ah très. ouais. Pas très chaud, ok. C'est le fan de Thompson en toi qui parle, c'est pas le fan Oui, neutre. voilà, voilà. Parce En tant que fan qu'il neutre, moi, c'est un combat qui me plairait sur il papier. met Je crois quand que même ça. des sales blessures, hein. Ouais, Mm. ouais. Mais contre des gars qu'on connaît pas du Bellator. C'est vrai. Allez, passons au combat principal. Colby Covington contre Leon Edwards. Grosse performance de Leon Edwards ou bien contre-performance de Colby Covington ou bien un mix des deux. Où est-ce que tu te positionnes sur voilà, si 100 c'est une grosse performance de Edwards et 0 c'est une contre-performance de Colby Covington, où est-ce que tu te trouves sur l'échelle? Bah écoute, je pense que à chaud, j'aurais été. Ouais, Colby, il a fait. C'était vraiment pourri ce qu'il a proposé, tu vois. Mhm. À froid, je pense qu'il faut toujours, comme tu le dis bien, se concentrer sur le vainqueur et voilà, mettre le crédit sur le vainqueur. Et je pense que Leon Edwards
a vraiment, comment dire ça? Pas annihilé, mais il a, euh, Il a ouais, sorti Colby de son jeu. Il a sorti Colby de ouais, son jeu il l'a habituel. rendu extrêmement médiocre, hein, tu vois. Donc, il y a pas forcément juste genre à mettre du volume, à frapper, etc. pour être un bon combattant. Des fois, tu as juste une sorte d'intention, une sorte d'aura qui fait que l'autre, bah, ça Mhm. le tétanise. Et avec le recul, je me dis, bah, en gros, Colby, il a été tétanisé, il savait pas quoi faire, il était jamais à la bonne distance. Seule fois où ça a clinché, bah, il s'est fait jeter, et enfin voilà, tu vois. Donc, ça a été, c'est clair que de l'extérieur, moi, je me suis dit, Colby, il fait n'importe quoi, tu vois. Mhm. Pas de pression, pas de volume, rentre pas en lutte, rien. Dès la Mais, première seconde, quoi. Il a vraiment, c'était pas lui-même dès la première seconde, mais je te rejoins. J'ai l'impression que c'était à cause de la prestance de mm, Leon Edwards dans la cage. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais je crois que si tu rentres contre mm, Leon Edwards, il prend de l'espace. Il prend de ouais. l'espace de par comment il se tient, comment il se déplace. Mm, Et tu le voyais quand il cadre comme ça, il prend des angles où il recule de 20 centimètres pour recréer une certaine distance. Et il a vraiment une superbe gestion de la distance. Et je pense qu'on mm, on mm, se rend pas compte au travers des caméras. Mais quand tu es face à lui, tu es là, tu fais putain, merde, je suis quand même loin, je peux pas shooter d'ici. Pouah, ah, il m'a touché avec un front kick, qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que t'es perturbé dès le début. ouais, je pense aussi. Je pense qu'il était un peu effrayé de ça. Il a fait beaucoup de changements de garde aussi, Leon Edwards. Donc Mhm, ça a créé beaucoup d'incertitudes pour Colby. Donc moi, je vais mettre pas mal de crédit sur Leon Edwards. Je m'attendais pas à un combat comme ça, je t'avoue. Je mhm. m'attendais vraiment à un combat un peu plus engagé et je t'avoue que je me suis un peu ennuyé sur le combat. Franchement, je me suis vraiment, ça m'a saoulé parce que ben, c'était un peu à sens unique, tu vois. Il y a eu Ouais. peu d'action, à sens unique, il s'est rien passé et voilà. Et puis bah, forcément, je pense qu'on espérait tous voir un Colby Covington qui vienne nous mettre un petit peu de sueur froide quand même, tu vois. Mhm. Ouais, moi je me suis enfin, je le placerai comme ça, tu vois. L'ennui a été notamment créé par les attentes. Je m'attendais à ce que Colby vienne pour Mhm. faire du Colby et voir comment Leon Edwards allait répondre à ça. Mhm. Et en fait, pour moi, le combat a directement été dans une structure qui avantage largement Leon Edwards. Je voyais pas Colby pouvoir ennuyer Leon Edwards dans un combat structuré, mesuré, calculé. Et c'est ça qui s'est passé sur la quasi-totalité du combat. Alors heureusement, on a eu des trucs fun. Heureusement, on a eu un Colby Covington qui amène Edwards au sol dans la troisième reprise. Edwards qui se relève immédiatement, facilement, qui envoie un high kick par derrière. Qui Et puis remet au qui fait sol. une erreur de fight IQ selon nous. Enfin, tu vois, moi avec Mika, quand on voit Edwards qui reshoot derrière, on est là, non, pourquoi il fait ça? Et après, il réussit son amener au sol et il capitalise pas dessus. Il se relève juste pour envoyer un message. Et j'ai dit, putain, c'est un roi ce mec. Là, c'était un moment. Ça, c'est un moment. Tu vois, c'est le combat dans son ensemble. C'est vrai que c'est pas le genre de combat que tu vas revoir une deuxième fois. Mais ce qu'il a fait dans Mhm. ce troisième round, j'étais là, ah, quel roi, bâtard. Ça, c'est des Mhm. compétences. Ça, c'est le mec est compétent au possible. Il a montré aussi des choses en grappling qui étaient sympas. Euh, il est fort, ce Leon Edwards. C'est effectivement pas le combattant le plus divertissant à regarder. Si tu lui rentres pas dedans, il va te dominer en t'envoyant 2-3 frappes par minute. C'est pas ça qui est le plus fun à regarder, mais il est juste fort et comme on le dit souvent, une fois que tu es champion, tu dois juste te concentrer sur gagner. Et Ouais. là, il a gagné haut la main et c'est ce qu'avait fait un champion tout simplement, hein. Il est venu en Ah tant oui, que champion dans clairement, la hein. cage, il est reparti en tant que champion de la cage. Mhm. Alors Ouais. la suite pour Edouard, ouais, pour Edwards et pour Colby. On va parler, on va finir là-dessus. Juste pour Euh, Edwards, non? ouais, bah alors Colby, c'est voilà, on lui a parlé de Shafkat, il a dit ça m'intéresse pas, et puis il a parlé de Wonderboy Thompson, quoi. Et après, d'abord il dit qu'il veut un rematch, et après on lui propose, on lui pose la question par rapport à Shafkat, il botte en touche, et puis il parle de Wonderboy. C'est quoi ta position? Tu veux rester dans la lutte pour le titre ou tu veux en sortir? Parce que ça, c'est typiquement Moi, en fait, je pense que c'est. toutes les raisons pour lesquelles on l'a critiqué sur le plan sportif, parce que c'est ça le pire, c'est que Colby, on le critique beaucoup pour son personnage.
Ouais, Sur le plan sportif, on a toujours dit c'est un très bon combattant, etc., etc. On ouais, l'a quand même critiqué sur le plan sportif pour être quelqu'un qui choisit ses adversaires, qui est inactif, etc., etc. ouais. Il sort de son combat et Il refait la il, même. il fait la même. Toutes les raisons que tu nous as données de te critiquer, enfin, les peu de critiques qu'on pouvait te faire sur l'aspect sportif, Mm, tu nous mm, les mm. redonnes dans l'heure qui suit ta défaite. Ouais, c'est C'est vrai. mauvais, c'est mauvais. Mm. Bref, du coup, Ah, pour Leon Edwards, tu préfères ouais. Belal ou tu préfères Shafkat ou tu préfères autre chose, une montée contre Strickland Non, DTP écoute, moi j'aimerais le voir combattre les deux, peu importe l'ordre. Mhm. Je pense qu'il bat les deux. Je le vois meilleur, je le vois favori sur les deux combats. Ouais. Euh, et je serais très content qu'il puisse faire les deux combats et puis les remporter, tu vois. Hmm. Mais Moi, pour l'ordre, j'ai quand même une préférence d'abord Belal et puis Shafkat, ce qui permettrait à ouais, Shafkat de passer encore un niveau et de un créer un peu niveau plus d'intrigue. peut-être, Ouais. ouais. Peut-être, ouais, ouais. Moi je t'avoue que je préfère dans l'autre ordre. Ouais, et Comme ça, il justement. passe pas de niveau. Oh, attends, 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 attends. Shafkat contre Sean Brady en attente. Oh. Pendant qu'on a Leon Edwards contre Belal, Shafkat contre Sean. C'est sympa ça. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais non, j'aime bien cette idée-là. Et de le mettre contre Bella, j'aimerais bien aussi. Et je pense qu'il y a une raison aussi hein, pourquoi il veut pas combattre Bellal, tu vois. Hmm. Je pense qu'il sait, on sait, vous savez que c'est quand même le plus gros challenge qu'il peut avoir, tu vois. Ouais. Parce que Même si, tout le monde disait la même chose. Ils se sont déjà rencontrés, ça s'est terminé en début de deuxième round sur un high poke. Et ouais, Leon Edwards prend le premier assez large. Mais la force de Belal, elle réside là-dedans aussi. C'est d'être capable euh, allez, d'y aller à l'usure, d'être mais usant. oui, Et ouais. en fait, il faut comprendre que là, ça sera un synchrone. T'as des combattants qui ont pas d'explosivité, pas de vitesse, pas forcément de, tu vois, de technique et tout. Par contre, ils ont une endurance musculaire et ils vont être bons, bah, on l'a dit tout à l'heure, tu vois, dans la fatigue. Quand toi, tu commences à être, ils sont là, ils sont encore conscients, ils arrivent à bosser, à grinder, etc. Et lui, c'est clairement de ce type-là, tu vois. Donc, non, moi j'aimerais. Ouais. Je veux ce combat-là, ça c'est clair. Je Ouais, pense ouais. qu'il doit. J'ai envie de le voir et je comprends pas l'argument de dire qu'il ne souhaite pas l'affronter pour X raison ou qu'on se dise on a déjà eu le premier round, on sait ce que ça va donner. Non, Non, pas du du tout, tout. tu vois. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Mm, Ouais. mm, Ok, bon, ben, on a fait un long, gros tour d'horizon, ça fait mm. Ouais, je crois plaisir. bien. Merci. Ça Mm, faisait longtemps. Ça faisait longtemps sur la chaîne qu'on n'avait pas dépassé 1 heure de podcast. Et bah, il est midi, donc ton vlog vient de sortir sur la chaîne. Ah Tous ceux ouais! qui sont en train de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant et qui ne l'ont pas encore vue, euh, allez voir. Brienne vous raconte tout sur Cool. son voyage au Japon, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Vous allez voir, la vidéo, elle est cool, elle est vraiment sympa, elle a été super bien montée en plus, donc Ouais, bravo Thomas, merci à toi. bon, top, top, top. N'hésitez pas hein, donner votre avis sur l'événement, ce que vous en avez pensé, etc. Notre matchmaking incroyable. Je trouve qu'on a été bon en termes de matchmaking là sur nos propositions. Surtout toi. Ouais. Moi, j'avais déjà réfléchi en fait, c'est parce que j'avais réfléchi préalablement à toutes les propositions. Mais comme tu t'alignes, voilà, on a co-signé chacune des propositions. Ça Voilà, va, on va notre nom co-signer. est dessus. Allez les gars, merci, à très vite. Ouais, ciao, ciao tout le monde.